Salut à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais délaisser un peu les thèmes récurrents de la chaîne, c'est-à-dire les techniques d'apprentissage, parce que je sais que vous venez voir mes vidéos principalement pour trouver une boîte à outils, des méthodes, des techniques pour apprendre les langues. Et je vais parler un peu plus d'un aspect culturel, donc ça va être la minute façon podcast France Culture, dans laquelle on va parler des familles de langues, parce que c'est un élément qui est essentiel pour la bonne compréhension de l'univers des langues étrangères et du monde dans lequel on vit de manière générale. On a tendance à beaucoup balancer de généralités du style ces deux langues appartiennent à la même famille, etc. Mais j'avais jamais pris le temps de faire une vidéo sur le sujet des familles de langues. Alors avant de commencer, je vais faire une petite digression. Cette semaine, je ressors ma formation Améliorer son écoute, donc j'ai rouvert les inscriptions à ce programme qui, comme son nom l'indique, va vous permettre d'améliorer votre compréhension orale des langues de manière générale, donc que ce soit de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol, etc. Donc si vous avez vraiment du mal à comprendre une langue que vous entendez, si vous avez l'impression d'entendre une sorte de charabia où vous trouvez aucun mot, rien ne se distingue, et bref, vous comprenez pas très bien, vous trouvez que les gens parlent trop vite, vous n'arrivez pas à suivre dans un film ou une série, cette formation est faite pour vous dans la mesure où je présente des exercices ciblés qui vont vous permettre de mieux percevoir non seulement les sons de la langue, les mots et les phrases entières, avec des activités que vous allez pouvoir faire chaque jour pour améliorer pas à pas votre compréhension orale et passer d'une bouillasse infâme dans laquelle vous comprenez rien à des phrases très claires que vous comprenez d'un claquement de doigts. Donc si ça vous intéresse, elle est disponible jusqu'à ce dimanche 2 décembre et vous avez le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez voir précisément de quoi il s'agit sur la page de présentation et vous y inscrire si vous pensez que ça correspond à vos besoins. Alors, fin de la parenthèse et on va attaquer la vidéo. Les familles de langues. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler d'une famille de langues précise, mais plutôt du concept de famille de langues. Une famille de langues, c'est quoi? Alors, ça vient principalement du 19e siècle où il y avait un engouement très fort pour tout ce qui était biologique. Et à partir du 18e, 19e, on se met vraiment à classer le monde et à faire plein de catégories de partout. Et donc, si on part de Darwin qui remarquait des différences entre des animaux et voulait les rassembler dans une même famille, ou au contraire les exclure, les mettre dans une autre famille, eh bien les linguistes ont commencé à faire la même chose. C'est-à-dire ils ont vu des différences entre des langues et des ressemblances entre des langues et ont pu en conclure que ces langues appartenaient ou non à des familles proches. Et c'est pas pour rien qu'on dit que le français et l'espagnol ou le français et l'italien font partie de la même famille, c'est-à-dire les langues romanes, parce que si vous écoutez ces langues, vous allez remarquer, c'est pas nouveau, qu'elles se ressemblent et qu'on peut en conclure qu'elles font partie de la même famille. Alors que si vous écoutez le français et le chinois, ça ne se ressemble pas du tout, donc on peut en conclure raisonnablement qu'elles font partie de familles de langues différentes. Et c'est pour ça qu'on a une approche de généalogie, c'est-à-dire on a une langue dont vont descendre d'autres. Par exemple, dans les langues romanes, le latin vulgaire, c'est-à-dire le latin du peuple de l'Empire romain, avec des variantes régionales qui se sont formées, qui ont pris une certaine singularité au fur et à mesure que le temps avançait, a pu donner des langues comme le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, etc. Donc on descend toujours d'une langue dite ancestrale. Et évidemment, un des fantasmes des linguistes, c'est de remonter sur ce fil ancestral et par exemple penser que le français descend du latin vulgaire, que le latin vulgaire descend des langues italiques, d'une des langues italiques qui a été parlée donc, sur la péninsule italienne pendant l'Antiquité. Et on remonte comme ça, et le fantasme absolu, bien sûr, c'est de remonter à la langue originelle, c'est celle qu'on appelle parfois la langue sapiens, ou la langue mondiale, qui est une sorte de saint graal d'une langue seule et unique qui aurait été parlée par un tout petit groupe qui est à l'origine de tous les humains actuels il y a 100 ou 150 000 ans. Bon alors, je ne vais pas en parler plus longtemps parce que l'existence de cette langue originelle est très débattue. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit quand on parle de linguistique et de famille de langues, c'est que ce n'est pas une science exacte. On va y revenir parce que on peut jamais être sûr de tout. Il y a des choses qui sont évidentes, par exemple la proximité entre le français et l'italien, mais parfois
l'appartenance ou non de langues à une même famille, ou même l'existence d'une famille, ça peut donner lieu à des débats très âpres, donc c'est pour ça que vous allez parfois voir des classifications qui peuvent être très différentes. Alors, donc on part de ce principe de généalogie parce que y a une langue qui en a donné d'autres. C'est comme vous avez un ancêtre qui a eu des enfants, des petits-enfants, etc. Ce qui fait que par exemple, on sait que beaucoup de gens en Europe descendent de Charlemagne, ou même que beaucoup de gens en Asie de l'Est descendent de Genghis Khan à cause des invasions mongoles. Et avec ça, on a pu remarquer des ressemblances. Et ces ressemblances, ça peut être des morceaux de mots ou des mots eux-mêmes, voire des structures de grammaire ou autre. Et on a pu en déduire que deux langues descendaient d'une même famille. Il y a des mécanismes que je ne vais pas expliquer parce qu'ils sont un peu complexes, mais qui font qu'en fait on peut prévoir la manière dont, à partir d'une certaine langue, d'autres langues vont évoluer. Et donc on peut se dire, si ça c'est comme ça dans une langue, ça sera forcément comme ça dans une autre. Et ça permet de vérifier par hypothèse que deux langues sont de la même famille. Et ces ressemblances, ces mots qui sont similaires, on appelle ça des cognats. Et c'est avec ça qu'on va voir que on a des mots très proches. Je ne sais pas si vous avez terre en français et terra en latin. En latin c'était ça, mais je voulais dire en italien. Vous allez voir que ça descend de l'italien, sauf qu'en français, le A est devenu un E. Donc c'est phénomène qui à chaque fois, on a une approche systématique dessus, et on peut en déduire qu'une langue a forcément évolué d'une certaine manière, et on remonte comme ça, avec des langues qui ont eu ou pas certains changements, et ça permet de trouver une langue mère. Voilà, c'est très important, ça peut sembler un peu complexe, mais il ne faut pas simplement se baser sur des ressemblances entre des langues, parce qu'on va le voir, il peut y avoir des ressemblances entre des langues, mais elles ne sont pas forcément de la même famille, donc ça invalide totalement la filiation qu'on veut en faire, surtout que la filiation, elle peut être parfois très difficile à établir avec précision. Donc ça permet de classer des langues par famille, et généralement quand on parle de famille, on pense tout de suite à des familles du style indo-européen. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une hiérarchie de familles de langues. Par exemple, prenons le français, soyons chauvins. Le français fait partie de ce que l'on appelle les langues d'oïl. Donc les langues d'oïl, ce sont les langues qui sont parlées dans le nord de la France et aussi en Belgique, et dont le français n'est jamais que l'une des langues de cette famille. Donc vous en avez d'autres, par exemple le wallon en Belgique est une langue d'oïl, vous avez le normand ou même le franc-comtois. Il y en a d'autres dans toute cette zone, donc le français fait partie de cette famille des langues d'oïl. Et les langues d'oïl font elles-mêmes partie de la famille des langues gallo-romanes. Donc comme leur nom l'indique, ça a été des langues qui ont été parlées dans le nord de l'espace gallo-romain, c'est-à-dire là où les Romains ont imposé le latin, mais où il y a pu avoir par la suite une influence germanique à cause des invasions franques. Et donc, on classe les langues d'oïl, c'est-à-dire le français et autres, et le franco-provençal, donc vous connaissez peut-être, c'est une langue qui est parlée dans le centre-est de la France, un peu en Suisse, un peu au nord-ouest de l'Italie. Et donc voilà, on aboutit à cette hiérarchie. Et si on remonte, on peut parler des langues romanes. Donc le français fait partie des langues romanes, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Il s'agit des langues qui descendent du latin vulgaire, du latin du peuple qui était parlé dans l'Empire romain. Et pendant à peu près 9 siècles, entre 7 et 9 siècles, elles ont commencé à se distinguer jusqu'à devenir totalement séparées. Donc vous avez dans cette famille le français, vous avez l'espagnol, vous avez l'italien, vous avez le portugais, vous avez le roumain, et bon, il y a plein d'autres langues comme ça qu'on peut classer dedans. Je sais pas, le sarde, le galicien, des langues considérées comme plus mineures, mais on a déjà une grosse famille de langues ici. Ensuite, surtout si on a une perspective historique, on peut classer les langues romanes dans les langues italiques, parce que les langues italiques, c'était les langues qui étaient parlées dans l'Italie, dans la zone italienne pendant l'Antiquité. Par exemple, il y a pu avoir l'étrusque et aussi le latin, et c'est le latin qui a donné les langues romanes, etc., etc. Et si on remonte encore, les langues italiques faisaient partie d'un ensemble beaucoup plus grand qu'on appelle les langues indo-européennes. Alors autant les langues romanes et italiques, on est à peu près 800 millions de locuteurs dans le monde, ce qui n'est pas rien, mais les langues indo-européennes, on est à plus de 3 milliards de locuteurs dans le monde, c'est-à-dire quasiment la moitié des gens sur Terre parlent une langue indo-européenne. Donc ce n'est pas seulement les langues romanes, ce sont aussi en Europe, par exemple les langues
donc romane latine, du style français, italien, portugais, mais aussi germanique, l'allemand, le néerlandais. Les langues slaves, comme le russe ou l'ukrainien ou le polonais. Les langues celtiques, comme l'irlandais gaélique ou l'irlandais écossais, comme le breton. Et ensuite, il y a plein de langues aussi isolées dans le groupe indo-européen, comme l'arménien, l'albanais. Après, on s'éloigne de l'Europe. Il y a les langues indo-iraniennes, c'est-à-dire les langues qui sont parlées en Inde et en Iran. Donc, dans les langues iraniennes, il y a le farsi, le persan, l'iranien. Après, on se déplace vers l'Inde, où on a par exemple le hindi ou le bengali. Vous voyez qu'on peut vraiment passer du microscope, c'est-à-dire parler du français en disant le français fait partie des langues d'Oïl, qui est une famille de langues, au télescope où on parle d'une famille des langues indo-européennes, où on parle quand même de plus de 3 milliards de personnes sur Terre. Et c'est pour ça que, voilà, que je voulais pas donner cette impression qu'en gros les familles de langues, il y en a 3-4 sur Terre, mais que c'est un mode de classification qui peut être très fin et très complexe. Donc pour votre apprentissage, qu'est-ce que ça va donner ? Parce que voilà, on va quand même raccrocher les wagons avec quelque chose de concret. Et donc, vous avez un avantage, un inconvénient. C'est que les langues d'une même famille sont proches à cause de ces cognats. Et donc, vous pouvez remarquer des mots qui sont similaires, vous pouvez remarquer des sons qui sont similaires ou des tournures de phrases qui sont similaires. Et donc, vu que le cerveau, on le sait, fonctionne par association d'idées, ça rend la mémorisation plus simple. Et c'est pour ça qu'on dit par exemple que l'espagnol ou l'italien sont des langues faciles. Ce n'est absolument pas vrai, et donc facile ça n'existe pas. Mais ce sont des langues faciles à apprendre pour un français ou un francophone parce qu'elles font partie de la même famille de langues, les langues romanes. Et donc vous allez retrouver plein de mots, de sons et de structures que vous connaissez déjà. Une partie du travail en fait est déjà fait pour vous presque. Et l'inconvénient, donc c'est le revers de la médaille, c'est que vu que ce sont des langues parfois très proches, eh bien, il y a un risque de confusion parce que le cerveau fonctionne encore une fois par association d'idées et il va faire des associations d'idées potentiellement fausses, mettons, entre, je sais pas, le portugais et l'espagnol. Et vous allez mélanger les deux langues. Ou dans d'autres familles de langues, dans les langues germaniques, mettons, entre l'allemand et le néerlandais. Donc si vous connaissez l'allemand, c'est plus facile d'apprendre le néerlandais, mais si vous apprenez l'allemand et le néerlandais en même temps, vous risquez de confondre les mots. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Pour aller un peu plus loin sur cette vidéo, je voulais quand même vous faire remarquer, je l'ai dit un peu plus tôt, que ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Vous n'allez pas avoir des langues qui vont dire « Coucou, alors moi je fais partie de cette langue et je remonte il y a 70 000 ans à cette famille de langues. » On ne peut pas le savoir parce que l'écriture dans l'histoire de l'humanité, c'est déjà une affaire qui est très récente. On parle de quelques millénaires avant Jésus-Christ. Alors que la langue hypothétique mondiale commune à toute l'humanité remonterait à plus de 100 000 ans, 100 000 ans, 150 000 ans. Et c'est l'écriture qui sert à fixer certaines choses, sachant qu'il y a plein de langues dans le monde qui ne s'écrivent pas, et donc qui ont été perdues à jamais. Et quand on essaye de remonter dans l'histoire, eh bien on tombe très vite sur des langues qu'on ne peut absolument pas connaître, qui sont inconnaissables. Par exemple, le proto-germanique, qui serait à l'origine des langues germaniques dans le groupe indo-européen, il n'existe pas, il n'y en a pas de vestiges. Donc on doit le recréer. Les langues, le proto-slave par exemple, ou même ce qu'on appelle le proto-indo-européen ou l'indo-européen ancien, c'est une langue qui a peut-être existé, et encore son existence est débattue, le proto-indo-européen, mais personne n'en a laissé de traces écrites. Personne n'a dit, c'est comme ça, personne n'a fait de Wikipédia il y a des dizaines de milliers d'années pour dire comment ça marchait. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte de langue hypothétique, parce que je vous avais parlé des évolutions un peu systématiques qui se produisent, et si on essaye de les remonter, on peut déduire que dans une langue, une proto-langue, une langue ancestrale, si ça évolue de cette manière, si on remonte le fil, ça devait être comme ça. Voilà. Donc ça donne des choses qui sont absolument hypothétiques, c'est-à-dire que quand vous avez du proto-indo-européen, vous n'avez aucune garantie que des proto-indo-européens parlaient réellement comme ça il y a des dizaines de milliers d'années. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir ça. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les familles de langues, c'est très débattu. On sait avec certitude que le français et l'espagnol font partie des langues romanes, c'est prouvé historiquement, il y a une filiation qui est très connue. Et par exemple, il y a des langues dans des familles qui sont parfois regroupées, ou alors des langues qui sont considérées comme isolées. Par exemple, on considère parfois que le japonais est une langue isolée, ce qu'on appelle un isola. Et encore en japonais, il y a aussi les langues parlées à Okinawa qui font qu'on parle plutôt des langues japoniques, donc une famille à part.
Le coréen est parfois considéré comme une langue à part, isolée, qui n'a pas d'autres liens connus avec d'autres. Et aussi d'ailleurs pour rester dans la zone, l'Aïnou qui fait parler par les peuplades Aïnou, c'est-à-dire dans le nord du Japon, un peu en Russie. Voilà, donc le coréen, le japonais et l'Aïnou sont très souvent considérés comme des langues isolées, mais parfois sont regroupées dans une famille qui s'appelle la famille coréen, japonais, Aïnou. Et en fait, on n'en sait rien, c'est que des théories. Ou alors parfois, il y a des familles de langues qui sont débattues, comme les langues altaïques qui regrouperaient les langues turques, comme les turcs actuels, les langues mongoles, le japonais, le coréen. Mais voilà, il y a des scientifiques qui s'écharpent à ce sujet parce qu'ils ne sont pas d'accord pour dire que toutes ces langues font partie d'une seule et même famille. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a eu des contaminations, parce que deux langues peuvent être proches sans faire partie de la même famille. Ça, c'est assez fou. Par exemple, l'anglais est une langue germanique. La base du vocabulaire, les origines de l'anglais, c'est germanique, parce que la langue vient des envahisseurs, donc ce qu'on pouvait appeler les Angles, qui venaient du nord-ouest de l'Allemagne, un peu du sud du Danemark, donc qui étaient des Germains qui sont arrivés en Angleterre, enfin sur la Grande-Bretagne plutôt, et donc ils ont pu avoir des influences. Par exemple, l'anglais a été influencé par les langues celtiques sur place, ce qu'on appelait le breton, qui n'est pas pas tout à fait la même chose que le breton parlé en France, même si le breton parlé en France vient en fait des îles britanniques et ne descend absolument pas du gaulois. C'est assez fou, parce qu'en fait le gaulois s'est éteint sur la zone française, mais le breton a été amené par des immigrés des îles britanniques. Ah, c'est fou, les langues ça voyage comme ça, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur les familles de langues, parce que souvent on peut dire ça descend de ça, mais on n'est pas sûr. Et voilà, l'anglais a été influencé par des langues celtiques, a été influencé par les langues nordiques, par exemple les invasions vikings sur l'île de Bretagne. Ça a été influencé par le normand, qui a été apporté par les invasions de Guillaume le Conquérant, et après que Guillaume le Conquérant ait vaincu tout le monde, après qu'il a vaincu tout le monde, on va essayer de parler français correctement de manière académique, la noblesse locale a été remplacée par une noblesse qui parlait le normand, donc qui était une langue d'oïl, donc on pourra dire française si on veut, même si je sais que je vais me faire écharper par d'autres personnes. Et aussi, l'anglais a été influencé par la suite par le français moderne, etc. Ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de vocabulaire de type latin, normand, français en anglais, mais ça reste une langue germanique. Ou encore, en japonais, il y a eu énormément d'influence, une grosse partie du vocabulaire japonais vient du chinois. C'est pour ça que si vous faites les deux langues, vous allez remarquer, à votre grande surprise, que les deux langues ont certains mots qui se ressemblent beaucoup, parce que le japonais a emprunté beaucoup par vagues successives pendant plusieurs siècles au chinois. Et pourtant, le chinois et le japonais appartiennent bien à deux familles qui sont très différentes. Donc il faut faire attention à ça. Et aussi, il y a eu des glissements, par exemple par proximité, parce que les Normands n'ont pas eu à aller loin pour envahir l'île de Bretagne, donc il y a eu un glissement du normand, du français on pourrait dire, en anglais. Ou alors, il y a beaucoup de gens en Inde qui parlent l'anglais, parce que l'Inde a fait partie de l'empire colonial britannique. Et pourtant, ils n'ont pas de lien de parenté avec les Anglais, a priori, et leur langue n'a rien à voir avec la langue anglaise de la famille germanique, etc. Et en fait, ce qui est très important de savoir, là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas confondre peuple et langue. Parce que les nationalistes du 19e siècle, au début du 20e siècle, ont voulu associer peuple et langue. Et par exemple, quand on parle des langues indo-européennes, on parle du proto-indo-européen et on cherche un peuple indo-européen. Et peut-être que ce peuple n'a jamais existé. Parce qu'en fait, il ne faut pas associer langue et ethnie. Par exemple, si on parle français aujourd'hui en France, eh bien c'est parce que les langues gauloises ont été remplacées par le latin, même s'il y a ce qu'on appelle un substrat de mots gaulois qui existent en français, notamment dans le domaine de la nature, le domaine de l'agriculture, c'est pas grand-chose. Et en fait, de base, les Gaulois n'avaient pas vraiment de lien de parenté avec les envahisseurs romains, mais ils ont repris leur langue. Donc, faire très attention à ça, parce que ça peut mener à plein de dérives idéologiques et d'incompréhension, et je tenais à terminer là-dessus.
Et aussi quelque chose qui est assez fascinant, pour finir la vidéo, ce sont les isolats. Parce que y a des langues, on ne sait pas à quoi elles appartiennent. Ou alors, soit c'est au sein d'une famille, il peut y avoir des isolats dans une famille, par exemple l'albanais, le grec ou l'arménien, sont des isolats dans la famille indo-européenne. Ce sont des langues indo-européennes, mais elles n'ont pas vraiment de cousins. Ça peut être parce que toutes les langues auxquelles elles étaient apparentées ont disparu, ont cessé d'être parlées, et donc elles se sont retrouvées un peu seules comme ça, sur le banc de touche, et on ne sait pas vraiment à quelle filiation les faire appartenir, mais elles font quand même partie de la famille. Ou alors, il y a les langues qui sont vraiment des isolats, on n'arrive vraiment pas à les raccrocher à quoi que ce soit, comme le très connu basque. Parce que le basque, on a essayé de le rapprocher de plein de trucs, on m'a déjà dit que le basque et le finnois c'était de la même famille. Je sais par exemple qu'en Géorgie, je connais des gens qui ont été très bien accueillis parce qu'ils parlaient basque, et parce que pour les Géorgiens, apparemment le basque et le géorgien font partie de la même famille. Et en fait, dans le fond, on n'en sait rien, ce qui fait que ce sont des isolats, ce sont des langues un peu mystérieuses, parce qu'on ne sait pas trop d'où elles sortent, de quoi elles descendent, parce que les langues autour d'elles, la langue parente, les langues sœurs, ont totalement disparu, et le basque, par exemple, s'est retrouvé un peu seul en Europe comme ça. Donc c'est un sujet qui est assez fascinant, parce que on ne sait pas trop d'où sortent ces langues, et parce que les langues ont beaucoup voyagé. Encore une fois, c'est vraiment ce qui est important de comprendre, c'est que les langues, ça voyage, elles s'influencent par la proximité, parfois elles s'amalgament. Par exemple, les créoles, les pidgins, ce sont des mélanges de langues, qui sont parfois de familles différentes. Et donc un créole, vous allez mettre dans quelle famille? La famille de la première ou de la deuxième langue, sachant qu'il s'agit d'un mélange de deux langues. Voilà, je sais que j'ai développé énormément de choses, je vous ai peut-être en fait un peu perturbé, j'ai peut-être rajouté un peu de flou là-dedans, mais ça montre vraiment la richesse des langues de notre monde et à quel point il faut être prudent avec les classifications très péremptoires. Et d'ailleurs aussi faire attention, parce que ce ne sont pas parce que deux langues font partie de la même famille qu'elles sont proches. Par exemple, si je vous dis que le français et le persan, le farsi, font partie de la famille indo-européenne, ce n'est pas pour autant que vous allez comprendre le farsi facilement. Ou alors quand on me dit que le finnois et le hongrois c'est de la même famille, donc c'est proche, il faut savoir que ça fait plusieurs millénaires que le hongrois et le finnois se sont différenciés. Et par exemple, avec mon finnois, je ne comprends quasiment rien au hongrois. Donc voilà. C'est toujours important de savoir ça, d'avoir une bonne connaissance des familles de langues, comme ça, dans votre parcours de polyglotte, vous saurez exactement quelles langues sont proches, quelles langues ne sont pas proches, quelles langues sont de la même famille et sont potentiellement proches ou pas, ou quelles langues sont de familles différentes mais en plus s'influencer, comme le japonais et le chinois. Comme ça va vous donner une vision beaucoup plus précise de tout cet ensemble, de toutes les langues du monde. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'en ferai peut-être d'autres sur un sujet, par exemple une vidéo sur une famille de langues en particulier. J'avais fait d'ailleurs une série d'articles, 3 articles sur les langues indo-européennes, dans lesquels, dans ces articles, je vous parle un peu des langues indo-européennes, de leur richesse, de toute leur diversité. Et vous pouvez voir ça, je vous remets ça dans la description. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Vous pouvez me laisser un pouce, partager et surtout vous abonner à la chaîne sur laquelle on est de plus en plus nombreux. On est plus de 14 000 et je vous en remercie. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la formation Améliorer son écoute. Vous avez encore une fois le lien ici. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!